Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons ouvrir cette rencontre. Monsieur le maire, cher Roland Ris, madame la représentante de la première présidente de la Cour d'appel de Colmar, chère Josiane Bigot, co-organisatrice de cette semaine de rencontre, monsieur le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, cher Jean-Luc Stössler, monsieur le président de l'université de Strasbourg, cher Alain Beretz, monsieur le doyen de la faculté de droit, représenté, parce que malade, par mon collègue et ami Raphaël Eckert, madame la représentante de l'École nationale de la magistrature, qui est peut-être là, Gabrielle Fonfeld, non. Chers collègues, chers étudiants, il y a quelques étudiants qui se sont déplacés à mon plus grand plaisir et intérêt. Et chers Strasbourgeois, je suis heureux de vous accueillir au nom de l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit de Strasbourg à l'occasion de cette soirée inaugurale de la semaine Les Strasbourgeois à la rencontre de leurs juges. Je vous remercie de vous être déplacés pour cette importante manifestation juridique, mais aussi culturelle et politique. La soirée inaugurale à laquelle nous vous avons conviés accompagne en effet une semaine d'échanges entre les Strasbourgeois et leurs juges, tout à fait originale, à plusieurs titres. D'abord parce que de mémoire de juristes alsaciens, jamais à Strasbourg une telle manifestation n'a été organisée. Original aussi parce qu'habituellement les juges ne prennent la parole qu'à l'audience ou plus intimement dans leur cabinet, comme c'est le cas des juges d'instruction, des juges de la mise en état. Et lorsqu'ils prennent la parole, ce n'est que pour évoquer des dossiers dont ils sont saisis, interroger des justiciables, jamais pour parler d'eux-mêmes ou de leur travail. Durant cette semaine, pour la première fois à Strasbourg, les juges vont parler de leurs activités, de leur rapport aux justiciables, de leur perception du fonctionnement de l'institution judiciaire à laquelle ils appartiennent, plus généralement de ce que signifie concrètement pour eux faire justice. Les juges vont donc dire autre chose que le droit, ils vont parler de leurs ressentis, leurs émotions, leurs difficultés, leurs appréhensions. Pour la première fois à Strasbourg, nous allons tenter de faire vivre l'idée que le juge n'est pas une machine à rendre des décisions, comme l'écrivait Max Weber, mais que rendre un jugement, requérir, auditionner, sont des activités humaines. Nous allons tenter de faire vivre l'idée que derrière le caractère parfois désincarné et rugueux de leurs activités se cachent des hommes, des femmes, dont la mission première est de rendre la justice au nom du peuple français, au service du public, donc des gens, comme dirait Karen Malberg. C'est là un dévoilement qui, dans la conjoncture politique et sociale, est essentiel, car la confiance du peuple français dans son État est aujourd'hui fissurée. Nous le constatons en effet, les mécanismes de représentation politique sont grippés. Le peuple français peine à retrouver ses aspirations dans la mécanique parlementaire. Nous savons aussi que la justice, et les juges en particulier, peuvent être vigoureusement critiqués pour leurs décisions rendues, et que bon nombre de Français n'ont plus confiance dans la justice de leur pays et dans les juges qui la font. Cette défiance se retrouve même parmi les étudiants en droit. Cette année, 350 étudiants se présenteront à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, alors que seulement 9 étudiants préparent le concours d'entrée à l'école de la magistrature. En conséquence, il est donc essentiel de réformer la justice afin d'améliorer la qualité de son fonctionnement et de son image, mais surtout de lui redonner sa dimension démocratique. Pour y parvenir, il est tout aussi important de créer les conditions d'un dialogue entre les magistrats et les justiciables, et c'est donc là le cœur de notre projet.
Au cours des échanges originaux que nous avons organisés, les justiciables pourront mieux connaître et comprendre le travail des juges, mais aussi formuler des observations et des suggestions de nature à leur assurer qu'un dialogue est possible. La restauration de la confiance dans l'institution judiciaire est probablement à ce prix. Mais l'originalité et l'intérêt de ces rencontres ne résident pas seulement dans les objectifs poursuivis. Ils résident aussi dans la forme. Nous avons choisi d'inviter les juges à sortir de leurs tribunaux, non pas pour s'enfermer entre juristes à la faculté de droit, mais pour aller à la rencontre des justiciables dans leurs lieux publics habituellement fréquentés, les cafés, les librairies, les bibliothèques. Il nous paraissait en effet essentiel de rendre convivial et ordinaire le cadre matériel des rencontres pour faciliter la circulation de la parole. Un seul regret, les moyens, le temps, l'énergie nous ont manqué pour organiser des rencontres dans des lieux populaires comme les quartiers de banlieue où le déficit de justice est parfois plus cruellement ressenti. L'originalité dans la forme de ces rencontres résidera encore dans le fait que les juges ne feront pas des conférences, mais il s'agira de dialogues animés par des universitaires et aussi le public afin de les rendre plus vivants et plus riches. Ce sont ces mêmes traits qui caractériseront certainement l'échange que nous avons programmé ce soir en invitant Denis Salas, magistrat hors norme, penseur du droit judiciaire et essayiste, et Patrick Waxman, professeur de droit et spécialiste des libertés et droits fondamentaux, à réfléchir ensemble sur le thème « Quel sens donner à un dialogue entre les juges et les justiciables ?» L'échange sera agrémenté d'une lecture par le comédien Jean Lorrain de textes extraits des Euménides d'Eschyle, du roman L'interdiction de Balzac et de l'ouvrage D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Un cocktail vous sera servi dans le foyer de la bibliothèque et prolongera cette soirée. Pour conclure cette brève allocution, je souhaite enfin remercier très vivement toutes les personnes et tous les partenaires qui ont rendu possible cette manifestation. En premier lieu, Josiane Bigot, ma partenaire dans l'organisation de ces rencontres, tous les magistrats qui ont accepté de dialoguer avec mes collègues universitaires, discutants, Christian Mestre, qui était malheureusement alité, pour son soutien indéfectible dans mon activité de directeur de l'Institut d'études judiciaires, Alain Béretz, président de l'université, pour le chaleureux soutien qu'il m'est accordé à l'échelle de l'université au travers des moyens de communication extrêmement précieux dont il dispose, François Wolfermann et ses collègues de la librairie Kléber, Jean-Luc Steussler, président du tribunal de grande instance, qui a contribué largement à la diffusion de l'information auprès de ses collègues magistrats, bien évidemment la ville de Strasbourg et son maire, mais aussi M. Poirot, conservateur de la BNU, et son personnel administratif, dont M. Christophe Didier, qui était là il y a quelques instants mais qui doit être dans la salle, Catherine Soulet, conservatrice de la bibliothèque U2, U3, les exploitants du Café Brandt et du Snack Michel, le personnel de la direction de l'université numérique chargé des prises de vue de ces rencontres, mes enfants et bien sûr Alexandra Carminati et Frebra Mangal, mes deux assistantes de l'Institut d'études judiciaires. Je vous remercie et je vais laisser dans quelques instants la parole à Monsieur le maire Roland Ris. Monsieur le directeur de l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit de Strasbourg, monsieur le président de l'UNISTRA, madame chère Josiane Bigot, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, et puis vous tous en vos grades et qualités, je vous salue et je m'associe à vos salutations, monsieur Quentin. D'abord, je dois m'excuser du retard avec lequel je suis venu ici. Et puis, je dois vous dire que je vais être obligé de vous quitter de nouveau parce qu'il y a conseil municipal. Et
pour ceux qui l'ignorent, mais je suis sûr que dans la salle, personne ne l'ignore, le conseil municipal, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et là, ce n'est pas fini. Donc, je vais être obligé de retourner pour les interpellations. Comme vous le savez, on est en période électorale et, ma foi, les interpellations se sont multipliées. Il y en a 5 qui, chacune, va donner lieu à débat que vous pouvez consulter sur Internet. Hein, mais bon, peut-être pas non plus complètement nécessaire de prendre le conseil municipal de l'alpha jusqu'à l'oméga. Mais vous pouvez faire des morceaux choisis, hein, c'est possible également. Bien, je voudrais d'abord remercier l'Institut d'études judiciaires de cette initiative. Parce que, au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit de lutter contre ce que j'appelle les compartiments urbains ou les compartiments professionnels qui sont la plaie de nos sociétés. Chacun dans sa sphère, chacun dans son quartier, chacun dans sa philosophie, chacun dans sa communauté religieuse, etc. Or, une ville, c'est par définition de la diversité. Et le rôle des élus et du maire que je suis, c'est d'abord d'essayer de gérer cette diversité et d'en faire non pas une difficulté, mais une chance pour la ville. Mais cela suppose effectivement que l'on s'ouvre et que on lutte contre cette tendance à, je dirais, à se méfier de l'autre et à se refermer sur soi-même ou sur un environnement proche, considéré comme sécurisant. Je le dis souvent, la diversité, elle peut être effectivement considérée comme une menace sur l'identité ou sur les compétences. D'autres veulent prendre les compétences à votre place ou des orientations de ce genre. Mais en réalité, la diversité est une richesse. Elle doit permettre de confronter des idées, de confronter des expériences, de confronter des expertises et peut-être de s'enrichir personnellement ou le groupe auquel on appartient de ce contact et de cette confrontation. Et donc, lorsque vous vous ouvrez vers la cité, monsieur le directeur, eh bien, je ne peux que l'approuver, car le monde judiciaire est aussi un monde qui, pour beaucoup de concitoyens, est un monde assez lointain, sauf lorsqu'on a affaire à lui dans des circonstances qui sont évidemment des circonstances qui s'imposent aux individus et qui, évidemment, leur font peur, je crois. Donc, l'idée de faire cette ouverture, de vous exprimer face aux concitoyens, et si possible dans les quartiers, monsieur le directeur, je crois que vous avez parfaitement raison, même si on n'y est pas arrivé cette année, il faudra y arriver. Je pense qu'il faut aller dans ces quartiers-là et expliquer ce qu'est un juge, à quoi il sert, pourquoi il y a la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Enfin, tout cela, c'est au fond de l'éducation citoyenne qui entre un peu dans le cadre, en tout cas, qui est de même nature que ce que j'ai essayé de faire en lançant dès le 12 janvier dernier, au lendemain des attentats du début de l'année à Paris et au lendemain de la grande manifestation nationale, cette conférence citoyenne avait cet objet-là. Ce n'était pas seulement à partir de la collectivité, c'était à partir des initiatives des uns et des autres que je souhaitais pouvoir entamer une démarche inédite où chacune et chacun, dans la diversité des situations et dans la diversité des professions, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Beaucoup de difficultés naissent de l'ignorance, de la méconnaissance de l'autre. Et l'autre devient effectivement une menace à partir du moment où on ne le connaît pas. J'ai été très reconnaissant, après l'inauguration de la Grande Mosquée, il y a maintenant 3 ou 4 ans, aux responsables de la Grande Mosquée d'ouvrir la Grande Mosquée aux non-musulmans. Car c'est important de faire connaître le fonctionnement d'une mosquée par rapport au fonctionnement d'une église, par rapport au fonctionnement d'un temple, par rapport au fonctionnement d'une synagogue. C'est un lieu de prière, c'est un lieu cultuel qui
ma foi, en lui-même, est très comparable aux autres édifices cultuels. Mais encore faut-il le savoir, encore faut-il pouvoir y entrer et voir comment ça se passe et comment tout cela est organisé. Donc moi, je suis très, très heureux que vous ayez lancé cette idée. Je voudrais vraiment vous en remercier parce que, au fond, cette initiative s'inscrit dans la nécessité dans laquelle nous sommes aujourd'hui de faire connaître la diversité de notre société, comment nous fonctionnons ensemble, tout en ayant des spécialités, des compétences propres que l'on met, qu'il faut faire connaître aux autres. Donc, mon sentiment est qu'on est là dans le cœur de l'actualité. Il faut que les bases mêmes de notre vivre ensemble soient rappelées, qu'il n'y a pas de droit sans devoir, les avocats, je crois, vont parler dans les écoles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des choses de ce genre, des choses de base qui sont nécessaires aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé à Sa Réunion aussi et ailleurs. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Encore une fois, c'est une première. J'espère que cette première sera suivie d'autres manifestations du même type et qu'on pourra atteindre la profondeur sociale. On est dans les cafés aujourd'hui, on est dans les librairies, dans les bibliothèques, les médiathèques, c'est très bien, mais on peut aller plus loin encore dans nos quartiers et je vous y encourage et je vous y aiderai par la mise à disposition de lieux pour rencontrer aussi les jeunes de nos quartiers. Ils en ont besoin et ils le méritent. Merci à vous et puis bonne rencontre des juges qui se mettent à la disposition des Strasbourgeois. Merci, monsieur le maire, pour ces encouragements qui nous seront précieux aujourd'hui et précieux demain aussi. Je vais maintenant laisser quelques instants la parole à Josiane Bigot, donc, qui représente la première présidente de la Cour d'appel de Colmar et qui, je crois, va parler pour partie, ou en tous les cas au moins, au nom de l'ensemble de la profession des magistrats et des magistrats alsaciens en particulier. Merci de me donner la parole et évidemment je m'associe à tous les remerciements que tu as prodigués. Merci monsieur le maire de l'intérêt porté à l'institution judiciaire en lâchant un conseil municipal après un lendemain d'élection. J'imagine qu'effectivement ça n'a pas été aussi évident que cela, donc merci beaucoup. La justice évidemment en est particulièrement honorée. Merci surtout à toi, Quentin, d'avoir eu l'idée de reprendre la balle au bond lorsque tu as entendu qu'il y avait un déficit d'informations sur le métier de magistrat et d'avoir organisé cette semaine pour que les étudiants d'abord et puis ensuite les Strasbourgeois connaissent mieux ces métiers. Dont ils n'entendent parler que parce que, ils ont eu une affaire ou un voisin a eu une affaire, ou alors parce que la presse, effectivement, rapporte beaucoup de faits divers. Ce n'est que par ce prisme-là que la justice est connue. Elle mérite évidemment que l'on essaye de connaître son quotidien. Encore faut-il aussi, bien sûr, que la justice s'y prête, que la justice s'ouvre, que la justice se montre, ce qui n'est pas toujours chose facile, puisque, vous le savez, en sortir du secret, c'est souvent difficile dans un certain nombre de secteurs, et par conséquent, c'est un travail qu'il faut effectivement préparer, et qu'on n'improvise pas lorsque l'institution judiciaire décide d'ouvrir ses portes. Ce qui va être extrêmement, je pense, porteur cette semaine, ce sera la rencontre avec les différents magistrats qui pourront montrer la richesse et la diversité de la fonction de magistrat. Déjà, le terme générique englobe toutes les fonctions du parquet et toutes les fonctions du siège, et l'on va, au cours de ces dialogues avec les différents magistrats, découvrir que ce sont des fonctions totalement différentes
et qui toutes sont des fonctions qui permettent la rencontre. Et je crois que c'est ceci qui va vous être exposé au cours de ces échanges. C'est la rencontre entre les justiciables et leurs juges. La rencontre paraît évidente lorsque l'on parle du juge des enfants, elle est évidente lorsqu'on parle du juge aux affaires familiales, elle l'est moins lorsqu'on parle du président de la cour d'assises, et pourtant, à chaque fois, c'est une rencontre qui se fait entre des personnes. La richesse de ce métier de magistrat est quelquefois cachée par ce que l'on en voit en premier, qui est l'exercice d'un pouvoir. Je crois que lorsque on est étudiant et que l'on envisage ce métier, il ne faut pas se tromper d'objectif. En aucun cas, le choix de cette profession ne doit être fondé sur l'exercice d'un pouvoir. Je crois qu'il est important de rappeler ici que le magistrat se met au service de cette vertu qui fonde la justice. Et qui est la justice? Je vais emprunter, parce que c'est une formule que vous connaissez aussi, mais qui m'est très chère, de Lacordaire, qui dit qu'entre le faible et le fort, entre le puissant et l'opprimé, eh bien, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Je rajouterais que la loi seule ne le peut et que c'est la justice au service de la loi qui va le permettre. Et on aimerait bien aussi d'ailleurs qu'on puisse inverser la formule et que ce soit la justice au service, la loi au service de la justice. Cette formule ne doit pas nous faire oublier que l'équité ne doit pas être recherchée exclusivement du côté du plus faible. On aurait peut-être tendance, lorsque on imagine une justice qui soit plus juste, plus équitable, qu'elle se tourne du côté de la défense des plus faibles. Ce que l'on demande à la justice et ce qu'il faut effectivement qu'elle mette en œuvre, c'est sa capacité à rester sourde aux préjugés, sourde aux pressions, même si évidemment on sait très bien que les pressions de l'opinion publique ont des répercussions sur l'institution judiciaire en tant que telle, puisqu'il y a malgré tout il y a un bain qui se fait entre les magistrats et l'opinion publique. Mais il me semble que c'est à ce prix seulement de cette volonté d'impartialité, de cette volonté, de cette nécessité de rester avec peut-être effectivement ce bandeau qui souvent choque, eh bien c'est uniquement, mais ce bandeau n'est pas là pour se cacher des gens que l'on rencontre, mais pour se cacher peut-être de l'opinion. C'est à ce prix-là que la justice restera ce qu'elle se doit d'être dans une société démocratique, c'est-à-dire le dernier recours possible pour qu'un fonctionnement harmonieux puisse être espéré dans cette société. Alors j'espère que ces rencontres vous mèneront à la conviction que ce qu'il est important, en dehors de toutes les demandes très contradictoires qui sont adressées à la justice, c'est que l'on laisse à chaque juge ce qui fait sa force et sa faiblesse, et ce qu'il se doit de cultiver, c'est l'art de juger. Merci. Merci Josiane Bigot. Je vais maintenant laisser quelques instants la parole à Alain Béretz, qui
à nous ouvrir sur le champ universitaire de l'utilité. Merci Quentin, oui, j'ai bien entendu quelques instants. Donc je serai bref, et aussi pour tout simplement, puisque en étant le dernier à parler, je ne voudrais ni paraphraser mes prédécesseurs qui ont dit la plupart des choses que je voulais dire, ni d'ailleurs vous faire attendre trop longtemps le cœur de la manifestation, qui n'est pas nos discours les autres étaient excellents, mais bien ce que vous allez avoir maintenant. Donc je voudrais simplement aller sur d'abord m'associer aux salutations, je ne vous les infligerai pas à nouveau, mais souligner quand même que c'est assez important, et je pense qu'en particulier les organisateurs sont très sensibles au fait que du nombre de gens, et en particulier de la présence du maire, ça montre l'importance de cette manifestation. Ce que je voulais peut-être dire aussi pour aller au cœur du projet, c'est souligner l'importance de cette idée d'apporter à nos concitoyens des outils différents pour comprendre un monde forcément d'apparence complexe, qui est le monde de la justice, et singulièrement le rôle des juges. Avec cette double explication ou implication, à la fois de comprendre la justice, c'est-à-dire la technique, mais aussi de rappeler que les juges, c'est des hommes et des femmes dans un contexte social et politique, et qu'il faut aussi comprendre cela pour comprendre la justice, il me semble, en tout cas moi je le dis plus en tant que citoyen évidemment qu'en tant que spécialiste de la justice. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui cette perception est faussée aussi par les médias. Non, je n'accuse pas les médias, mais par les films et autres feuilletons et séries qui sont souvent très bien, mais qui sont par exemple dans des traditions judiciaires qui n'ont rien à voir avec la tradition française et qui peuvent pervertir ou déformer, je pense, la perception que chacun peut avoir de la justice. Alors, si je veux aller au cœur très vite, encore une fois, de ce que je voulais vous dire, c'est parler en tant que président d'université. Et je dirais, il y a deux choses qui interpellent au moins le président d'université. D'abord, dire qu'ici, on est dans un objectif qui est celui, je pense, de l'université de Strasbourg, mais qui devrait être celui de toute université, c'est d'entretenir, de promouvoir, de rechercher le dialogue avec nos concitoyens sur les objets scientifiques, souvent ésotériques, que nous professons, sur lesquels nous cherchons, et dire à nos concitoyens qu'ils sont des acteurs de ces disciplines, et singulièrement aujourd'hui des disciplines juridiques. Je voudrais dire à quel point c'est important, et il faut le faire d'une manière à introduire le citoyen dans le débat, et j'aime bien la formule de Quentin tout à l'heure, qu'il a dit dans des lieux conviviaux et ordinaires, c'est-à-dire effectivement sortir de l'amphithéâtre quasi cathédralesque, où on simplement on professe ex cathedra donc un cours, et bien aussi de trouver les moyens du dialogue, et les moyens du dialogue, ça passe aussi par des lieux différents, et tu les as bien cités tout à l'heure, mais je vais vous féliciter pour ça, et c'est ce que l'université essaye de faire aussi, à travers toutes sortes d'autres manifestations dans d'autres domaines, l'éclipse la semaine dernière, où ça n'a pas juste été de la curiosité, mais aussi de l'explication, c'est très différent, mais en fait c'est exactement les mêmes réflexes, et aussi dire que ça fait partie d'une mission de l'université. Ça n'est pas un gadget, ça n'est pas quelque chose qu'on fait en plus. L'université n'est pas justifiée si elle ne va pas vers le public, si elle ne va pas vers les concitoyens pour expliquer, mais aussi pour écouter nos concitoyens. Je pense que ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger dans une réunion comme ça, c'est donner la parole à nos concitoyens, tu le disais, comme quand il y a eu ces réunions citoyennes, il faut entendre nos concitoyens, entendre leurs questionnements, et les universitaires doivent aussi entendre ces questionnements auxquels, il faut bien le dire, ils sont quelquefois un peu trop sourds. Et je vous encourage, ça me permet d'encourager le public à intervenir, je pense que tu seras d'accord, Quentin, sur le principe, mais justement, c'est du dialogue, c'est pas un cours. Et je voudrais aussi dire à quel point l'université est engagée là-dedans, puisque nous sommes la première, et je crois toujours la seule université à avoir un vice-président sciences en société, Mathieu Schneider, qui est ici dans la salle. Et le fait que nous ayons un de nos vice-présidents qui soit chargé uniquement de cette stratégie-là et de la mise en œuvre, ça montre aussi l'implication de l'université. L'autre point que je voulais souligner, c'est les buts. Tu en as souligné deux, enfin je vais en souligner deux, les buts plutôt fonctionnels de cette semaine. Effectivement, créer de la vocation, changer l'image, y compris pour les étudiants qui sont ici. Tu as cité les chiffres, j'y reviendrai pas, mais c'est aberrant. C'est aberrant qu'il y ait des choix de ce type-là. Je ne suis pas juriste, mais je ne vois pas pourquoi on choisirait plus une des options des métiers juridiques qu'une autre. Toutes sont d'égale dignité, mais qu'il y ait une telle asymétrie.
effectivement, semble surprenant en tout cas. Alors, est-ce que c'est les conditions d'exercice? Est-ce que c'est les moyens? Ou est-ce que c'est l'image, la conviction? Et c'est, je pense que vous pourrez débattre. Ça me semble particulièrement intéressant. Mais j'ajouterai un autre point, non pas en tant que président d'université, puisque nous sommes là pour l'insertion professionnelle de nos étudiants, c'était normal que j'en parle, mais en tant que citoyen. Et je reviendrai très simplement pour dire, votre débat, il est essentiel. Après ce qui nous est arrivé à tous en janvier, nous avons besoin d'un état de droit pour nous défendre contre la barbarie. Je ne vois pas d'autre défense que l'état de droit. Et c'est le non-juriste qui le dit. Hein, donc. Et donc, si nous voulons un état de droit, ben, nous avons besoin de justice et nous avons besoin de juges. Et donc, c'est un débat qui dépasse la justice, c'est un débat sur la démocratie. Une bonne démocratie sans juge, c'est plus une démocratie. En tout cas, c'est le citoyen lambda qui vous le dit ici, c'est pas le président d'université. Et je pense que ça aussi, vous allez y contribuer à défendre cette place essentielle de la justice dans notre démocratie, aujourd'hui agressée, faut bien le dire. Et donc, pour terminer, je voudrais tout simplement m'associer aux remerciements qui ont été faits, parce que c'est un gros boulot, en plus du reste, c'est-à-dire que personne n'est obligé ce soir de faire ce qu'il va faire, ou ce qu'il a fait, et en particulier remercier les deux organisateurs, parce qu'ils représentent les deux facettes de ce que l'université doit faire aussi, l'universitaire qui s'est impliqué, la professionnelle qui s'est impliquée avec l'universitaire, et ça je crois qu'il faut qu'on le retrouve dans l'ensemble de nos éléments, et puis remercier aussi Albert Poirot d'accueillir ce débat ici pour donner un de ces lieux différents, pour désacraliser le débat. Et quel plus beau lieu pour un débat sur la connaissance et sur l'engagement qu'une bibliothèque. Vous savez que c'est un lieu fort en symbole. Et donc, je crois qu'on a réuni tous les ingrédients. Donc, je voudrais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, et puis encourager le public à venir nombreux à l'ensemble des manifestations. Merci. Merci à vous. Merci messieurs. Donc, on va changer la composition, je vais accueillir. Bien, donc après ces allocutions à la fois symboliques et en même temps extrêmement fonctionnelles, puisque notre manifestation s'inscrit dans l'université, dans la cité, mais aussi vers les professionnels du droit. Nous allons maintenant aborder la seconde partie de cette rencontre. Jean Laurin va prendre dans quelques instants la parole pour lire un texte tiré des Euménides d'Eschyle. Et après l'intervention de Jean Laurin, eh bien, Denis Salas prendra la parole pendant un petit moment pour présenter sa perception, sa vision et ses réflexions autour de ce que peut signifier un dialogue entre les juges et les justiciables et de façon plus générale la société. Et à l'issue de cette présentation, Patrick Waxman prendra la parole pour relancer le débat et peut-être l'ouvrir à la salle si des interventions se font sentir. Donc, premier temps, Jean Laurin, tu as la parole pour les Euménides. Écoutez à présent la loi que je fonde, moi, Athéna. Citoyen de l'Attique qui jugeait pour la première fois du sang versé. À l'avenir, le peuple des Gets verra toujours maintenu ce conseil des juges. C'est sur cette colline d'Arès, demeure et campement des Amazones, lorsque leur haine jalouse contre Thésée conduisit jusqu'ici leur force, bâtissant face à notre cité les hautes tours d'une cité nouvelle, sur les lieux de leur sacrifice à l'Arès, d'où ce rocher tire son nom d'aéropage, c'est là que le respect et la crainte, sa sœur, garantiront de l'injustice les citoyens de jour comme de nuit, du moins s'ils n'introduisent pas eux-mêmes des lois nouvelles. Quand de flots impurs et de fange tu corromps une eau claire, jamais plus tu n'y trouveras à boire.
cynisme. Tel est mon conseil. Que les citoyens l'observent et le respectent en veillant à ne pas chasser toute crainte de la cité, car quel mortel restera juste s'il ne craint rien. Oui, révérez, comme vous le devez, ce pouvoir auguste, salutaire au pays comme à la cité, et vous aurez là un rempart tel que nul peuple n'en possède, ni chez les Scythes, ni sur les terres de Pélops. C'est un corruptible tribunal, veillant sur la ville qui dort, vénérable et sévère sentinelle, que j'institue ici. Tels sont les avis que j'ai donnés aux hommes de ma cité pour l'avenir. Maintenant, levez-vous et portez vos suffrages afin de trancher le procès en respectant votre serment. J'ai dit. Qu'est-ce que tu veux éventuellement te mettre à ma place? Non? Tu es à l'aise comme ça? Non. Denis, bien. à toi la parole. Merci beaucoup de cette invitation. Alors je vais évidemment brièvement commenter ce texte, très brièvement commenter ce texte, mais permettez-moi de dire aussi en introduction à quel point il est important pour comprendre la justice de se plonger dans l'épaisseur historique, littéraire, dans l'imaginaire que nous avons en héritage, pour en comprendre la signification profonde et ne pas uniquement se baser sur les règles juridiques dans notre tradition, que notre tradition universitaire nous a léguée. D'autant que, et c'est le point que je voudrais souligner, nous sommes en France héritiers d'une conception de la justice qui est profondément imprégnée par l'État, la puissance étatique, la puissance souveraine qui, dans notre histoire, a, d'une certaine manière, coupé les juges d'un dialogue avec la société. Et c'est un peu de cette question-là dont je voudrais traiter aujourd'hui. Comment, partant de cet héritage, au fond, profond, historique, étatique, en quelque sorte, nous sommes aujourd'hui, avec le processus démocratique, avec les épreuves que nous traversons également, nous constatons aujourd'hui à quel point la société démocratique intègre beaucoup plus les juges dans son fonctionnement et dans un dialogue beaucoup plus permanent. Ce qu'enseigne l'histoire et la littérature, c'est aussi le fait que, dans la période trouble que nous avons vécue, la justice est du côté de la violence de l'État, de la répression, de l'application du droit pénal en particulier, sans faiblesse, au nom du respect de l'ordre établi. Mais que de l'autre côté, du côté de l'imaginaire, il y a toujours, d'une certaine manière, un idéal de justice qui vit, d'une certaine manière, dans les textes que nous allons voir, et qui vient compenser la compromission de la justice avec, on dirait, l'histoire, tout simplement. Alors je vais brosser une fresque à grands traits, rapide, pour vous donner une idée, une simple idée, de la manière dont ce rapprochement des juges avec le peuple, la démocratie, s'est opéré progressivement. Et je partirai, comme vous l'avez fait, parce que c'est un texte fondamental, je partirai de ce 5e siècle athénien, où la démocratie est fondée sur le refus de la violence, le refus de la vengeance. Parce que quand Athéna, dont vous avez repris la formidable parole, proclame « c'est la loi que je fonde », elle fonde la loi contre la violence qui traversait la cité, parce que Oreste était poursuivi par les Érénies, des déesses de la vengeance, qui voulaient absolument le punir d'avoir tué sa mère. Et si nous en étions restés là,
si la justice n'avait pas été fondée sur la loi, eh bien, le cycle de la vengeance, de la barbarie, aurait effectivement poursuivi sa course folle et nous en serions jamais sortis. Donc, la force de la parole d'Athéna, dans les Euménides d'Échille, c'est une trilogie de cette époque, c'est de fonder l'aéropage, une justice fondée sur les citoyens, et uniquement sur les citoyens, et qui va se substituer à cette violence barbare qui jusque-là traversait la cité. C'est une justice démocratique, au sens fort du terme, démocratie athénienne, ce n'est pas notre démocratie à nous, mais démocratique malgré tout, qui va être décisive dans ce processus. Et puis, si vous poursuivez la fresque et si vous allez vers l'Occident, vers le XIIIe siècle, vous avez exactement le même phénomène qui se produit. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, on va découvrir la rationalité du droit et de l'État, on va faire des enquêtes à la place de la justice irrationnelle et des ordalies, et on va découvrir dans la figure du peuple, notamment dans le droit de common law, le jury, un diseur de vérité qui va, d'une certaine manière, dire la parole du peuple dans les litiges, alors que dans la tradition continentale, celui qui va être porteur de vérité, c'est le juge. C'est le juge, et essentiellement le juge, qui va devoir, dans son office, effectivement, restituer cette vérité que les parties attendent de lui. C'est l'office du juge, fondamentalement, qui est là en question. Alors, la question fondamentale qui se pose, à partir du moment où vous dites c'est lui qui va, effectivement, être en charge de la vérité, c'est une charge lourde, eh bien, c'est qu'il va être l'objet d'appropriation, de conflits et d'antagonisme. Il va être en conflit, ça n'a jamais cessé d'être, avec, je dirais, le politique, avec le souverain. Et la progression de l'État dans notre histoire va en quelque sorte capter cette fonction judiciaire à son profit, et ça va être l'invention de la justice retenue, de la justice déléguée, où le roi s'approprie la justice, hiérarchise l'appel et étatise la justice. Étatiser, ce qui veut dire aussi la couper du peuple qu'il a fondé initialement. C'est une grande histoire qui progresse à partir de là. Alors, deux exemples simples, Roméo et Juliette et le Cid de Corneille. Shakespeare meurt en 1616 et il nous lègue un théâtre formidable, le théâtre élisabétain, et notamment cette pièce, Roméo et Juliette, qui est l'échec du droit, de certaine manière, à pacifier la violence des conflits intrafamiliaux, la violence de la vengeance, puisque le pauvre prince de Vérone, quand il veut imposer le bannissement de Roméo pour avoir tué ses adversaires, ou qui va tenter d'imposer une amende pour, en quelque sorte, pacifier la société, échouera lamentablement, et les Capulet et les Montaigu se réconcilieront, certes, mais sur le tombeau de Juliette et sur le tombeau de Roméo, sur un monceau de cadavres. Donc, échec total sur ce plan. Alors que vous avez, sur le continent, en 1636, très peu de temps après la mort de Shakespeare, le triomphe de la justice royale à travers la figure de Corneille, qui va, dans le Cid, dans aussi Horace, magnifier, en quelque sorte, la puissance du roi dans sa capacité à transiger et à juger pleinement les conflits qui lui sont soumis. Donc on a là le triomphe d'une justice captée par le pouvoir souverain qui va, en quelque sorte, se rapprocher, avoir beaucoup de difficultés par la suite à se rapprocher du peuple. Et puis, je poursuis cette fresque rapide avec la Révolution française, irruption totale du peuple dans le champ de la justice. On destitue les parlements, on abolit les charges, on supprime les barreaux et on fait entrer le peuple dans la justice avec l'élection des juges et les tribunaux de famille, les juges de proximité, etc., etc. Pour un temps bref, mais c'est un moment très puissant où, en quelque sorte, la parole et la composition même des tribunaux va être ouverte à la force de la définition que le peuple pouvait avoir à l'époque de ce que pouvait être une société juste. Donc un moment lyrique très, très puissant
qui va effectivement être interrompu par une récurrence de l'État avec l'Empire, Napoléon, le Code pénal de 1810, la caporalisation des magistrats sous l'Empire et le retour des symboles monarchiques dans les palais. Il ne restera de cette période que le jury de jugement qui portera trace de cette émergence du peuple dans la justice. Alors simplement, il y a ce mot que j'aime beaucoup, qu'est-ce que l'avocat, la voix de la nation, qu'est-ce que le juge, un agent du pouvoir, hein, un propos prêté à un avocat au XIXe siècle, mais ce n'est pas faux, de toute manière. L'avocat est extérieur à l'appareil, donc il peut effectivement porter la critique et la contestation, alors que le juge, lui, est emprisonné dans cet appareil d'État qui va faire de lui un agent du pouvoir exécutif. Mais pour autant, et là je tombe sur une immense figure de Victor Hugo qui, dans ses différents écrits, a bien montré cette ambivalence. Parce qu'il y a effectivement d'un côté cette justice captée par le pouvoir, qui existe, qui est un héritage historique, qui est celle de Louis-Napoléon, tel que Victor Hugo l'a combattu, cette justice d'exception, cette justice de comité de sûreté, hein, qui est une violence politique elle-même, qu'il combattra depuis son exil de 19 ans sur l'île de Guernesey. Mais il y a aussi une autre justice qui va effectivement être dans l'imaginaire de Hugo, une justice incarnée par des figures grandes, moralement grandes, Jean Valjean, Monseigneur Myriel, Claude Gueux ou Gauvin dans 93. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la justice, la vraie justice n'est pas morte. Elle est effectivement l'otage des passions politiques. Mais elle est aussi vivante dans le texte littéraire, dans la vision du monde que nous propose le grand écrivain qu'est Victor Hugo. Et vous avez effectivement l'exaltation dans l'œuvre de Hugo d'un citoyen juge capable de grandeur morale, infiniment plus grande que ces juges captifs du pouvoir dont ils sont issus, qui va vivre à travers l'imaginaire, alors que, par ailleurs, pendant cette période-là, la justice sera confisquée par l'appareil politique. Alors, pour poursuivre, il y aura les textes après qui vont m'aider à commenter ces textes. Je vous donne simplement trois figures de ces 19e, 20e siècle, de ces juges qui vont en quelque sorte démontrer, à travers la vision qu'en ont de grands écrivains, qu'il est possible de dialoguer ou d'être compris ou d'être représenté comme incarnant la vraie justice quand un écrivain s'empare de leur figure, en quelque sorte, et va les recréer pour, en quelque sorte, les identifier pour que nous puissions nous y retrouver. Première figure importante, figure du juge Popinot dans l'œuvre de Balzac, L'interdiction, 1838. L'interdiction, une courte nouvelle de 1836, où apparaît un juge. Mais pas le juge du Second Empire, pas le juge de la monarchie de Juillet, pas le juge carriériste que l'on pourrait imaginer, non. Un juge issu du peuple. Parce que le juge Popinot est une figure on dirait un juge de paix aujourd'hui, qui préside une commission de secours dans le quartier, qui est vécu comme un saint laïque, nous dit Balzac, dans son arrondissement, et qui a le front contracté, dit-il, parce qu'il semblait supporter le fardeau de toutes les confidences qui lui étaient faites. Il sentait, analyser, juger. Il sentait, donc il y a la sensation, l'émotion, se mettre à la place d'eux, qui est le propre du juge quand il est face à un conflit humain. La table et les meubles, dit Balzac, étaient chargés d'ex-voto, apportés par la misère reconnaissante. Donc on est devant une figure sanctifiée, en quelque sorte, par un public proche. C'est une vision totalement inédite dans le monde judiciaire de l'époque que fait émerger, en quelque sorte, Balzac dans la figure de Popinot, qui est convoqué pour nous montrer sa vitalité. Mais Popinot, ce n'est pas un juge carriériste, ce n'est pas un juge qui obéit aux instructions du ministre. Il a la malchance de tomber sur une affaire très embarrassante, où la marquise d'Espard veut interdire, on dirait mettre en tutelle, son mari qui dilapide sa fortune. Donc elle veut l'interdire, elle veut le démontrer qu'il est fou. Et elle va chercher Popinot, qui est le juge d'instance, de paix, compétent en la matière. Popinot va
rencontrer, au sens fort du terme, va rencontrer les deux parties, la marquise et le marquis. Il va très vite voir que la marquise est manifestement intéressée, manipulatrice, destructrice, et que le marquis, au contraire, est animé par un sens extrêmement noble, puisqu'il veut, à travers cette soi-disant dilapidation, réparer une faute commise par ses ancêtres qui ont dépossédé des protestants dans son histoire. Et par conséquent, Popinot va commettre une faute, il n'amènera pas son greffier avec lui, et cette faute va lui être reprochée. Parce que la marquise va aller voir le garde des Sceaux. Popinot ne recevra pas d'instruction, mais la marquise dînera avec le garde des Sceaux. Et à ce dîner avec le garde des Sceaux, il y aura le président de la juridiction. Et même s'il n'y a pas d'instruction individuelle, les dîners ne sont pas interdits. Et les messages ne sont pas non plus interdits. Et le message implicite, c'est la récusation de Popinot. Parce qu'il a commis une erreur de procédure qui lui a été reprochée dans cette affaire. Et par conséquent, scène finale, Popinot est récusé. Et dans le bureau du président, Popinot comparaît, il accepte sa récusation, qu'il conteste, parce qu'elle lui semble injuste, et il doit voir son propre dossier remis à un juge beaucoup plus docile et souple, le juge Camusot, qui fera une très belle carrière dans la comédie humaine par la suite. Donc, ce jeune homme blond et pâle, dit Balzac, plein d'ambitions cachées, semblait prêt à pendre et à dépendre au bon plaisir les innocents aussi bien que les coupables. Il parle du juge Camusot, il ne parle pas du juge Popinot. Donc, visage contrasté de la justice à travers deux figures, l'une sanctifiée en quelque sorte et l'autre en quelque sorte aussi magnifiée. Autre exemple majeur, et on est dans la filiation de Popinot, le juge Magnot. Le juge Magnot, c'est un juge qui, au XIXe siècle, 1848-1926, était un juge de président du tribunal de Château-Thierry. Il avait cette particularité, au cours de sa carrière, d'être de plus en plus loin du droit et de plus en plus près de l'humain, en quelque sorte, et du conflit humain. Et il aura un fait extraordinaire, qui sera commenté par toute la classe politique de l'époque. Il va relaxer une voleuse de pain. Relaxer une voleuse de pain en 1898, alors que nous sommes sous l'empire du code pénal, c'est un acte un acte moral, un acte éthique, un acte d'équité, qui est une provocation vis-à-vis de l'ordre établi. Donc il a droit à des commentaires élogieux de la part d'une république socialisante à l'époque, mais il a droit aussi à des reproches féroces de la part des professeurs de droit, des juristes, qui voient en lui une menace contre l'ordre établi, puisqu'il se permet de juger en équité, et non pas de juger en droit. Donc dans cette république sociale et solidaire, Magnot est une menace, et Magnot en même temps va fonder un autre droit, notamment l'état de nécessité, qui va être un droit qui va faire disparaître en quelque sorte l'infraction quand la contrainte ou la nécessité l'exige, et il va rendre une justice humaine au cas par cas, au nom de l'équité, au nom de la conscience, à l'égard de malheureux, de déments, de mineurs récidivistes ou multirécidivistes, de mendiants, d'inadaptés, de malades. Donc une justice profondément nouvelle, en quelque sorte. Nous ne sommes plus dans l'application du droit, l'application mortifère du droit. Nous sommes au contraire dans une volonté de replacer l'équité au centre de la société et de nouer un dialogue, on est au cœur de notre sujet, un dialogue avec la société, et notamment la société des misérables. Je pense que sans les misérables de Victor Hugo, il n'y aurait pas eu de juge Magnot, si vous voulez mon avis. Et le juge va être identifié, en quelque sorte, à un auteur légitime du droit, au nom de l'équité, au même titre que le législateur, à travers ses décisions. Donc c'est une jurisprudence extrêmement inédite, extrêmement nouvelle, qui va élever le rôle du juge à un rôle, en quelque sorte, d'auteur de la norme et d'auteur
au sens d'une équité, mais Magno fera une carrière hérétique, disons-le. Il n'aura pas, évidemment, une carrière analogue à celle de ses collègues, mais il va, à bien des égards, préfigurer toutes les jurisprudences alternatives, les jurisprudences sociales, toute cette législation sur la gestion du travail qui apparaîtra au début du XXe siècle, alors que du côté de la profession juridique, il sera stipendié, discuté, contesté violemment comme étant le reflet d'un impressionnisme judiciaire avec ses saillies d'indépendance marquées au sceau, disait le François Génie, d'un humanitarisme flottant. Donc une critique extrêmement violente, mais en même temps une reconnaissance très forte du côté de la société qui fait que l'apport de Magno, à mon avis, dans la filiation de Popinot, c'est d'avoir révélé en un temps où le juge n'était qu'un automate de la loi, d'avoir révélé qu'il était capable de créativité, d'une jurisprudence forte, équitable, d'un dialogue possible avec l'opinion publique et d'une capacité d'interpeller la société dans ses valeurs fortes et dans sa capacité aussi de provoquer la paix malgré les inégalités et les atteintes aux libertés. Donc c'est là, je crois, le moment Magno est très important, même s'il a été provisoire, puisque nous avons un juge qui redécouvre la loi, l'esprit de la loi, à travers sa capacité d'instituer le bien commun, et qui va déchirer en quelque sorte le moule d'une législation sèche et ouvrir une brèche en quelque sorte par lequel ce dialogue va être possible avec une société démocratique. Et puis je termine par un autre texte qu'on va lire tout à l'heure, le texte tiré de Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, parce que je crois qu'on est vraiment dans la filiation de Popinot et de Magno. Parce que qu'est-ce que dit Carrère dans ce roman? Carrère nous raconte l'histoire d'un juge d'instance d'aujourd'hui. Le roman est de 2009. Enfin, un roman, le récit journalistique, mais en même temps romancé, où la fiction se mêle à la réalité. Et il nous raconte l'histoire de juges d'instance, de Étienne, de Juliette, qui ont des problèmes personnels très importants, souffrances, maladies, etc., j'y reviens pas, mais qui vont en quelque sorte reprendre en quelque sorte l'héritage de Popinot, l'héritage de Magno, et qui vont porter une justice ouverte sur la société, ouverte sur le dialogue, et surtout cherchant absolument à répondre à des inégalités violentes, criantes et destructrices. Donc cette contribution, au fond, de la justice à une société plus juste, à travers la figure de deux juges qui vont lutter avec les armes du droit contre l'exploitation de la misère, voilà ce que nous dit Emmanuel Carrère dans ce roman, à travers également le droit lui-même qui est convoqué, puisque ces juges vont avoir comme titre de gloire le fait qu'ils ont obtenu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui va leur permettre de soulever d'office l'illicéité d'une clause abusive. Les juristes savent ce que c'est, mais c'est considéré comme une victoire de leur part. Parce qu'effectivement, cette technique juridique, cette mesure juridique va permettre à tous ceux qui subissent l'endettement, qui sont noyés dans des procédures difficiles à cerner pour eux, qui va leur permettre d'avoir une issue leur permettant d'en sortir avec l'aide de leurs avocats et de cette jurisprudence. Donc c'est une victoire juridique portée par l'éthique d'une profession. C'est ça, je crois, qui me semble important, tel que la raconte Emmanuel Carrère. Donc il y a un éloge de l'indépendance, un éloge aussi de la dimension militante de la profession. Le juge est effectivement un juge quand il est en fonction, mais il peut être aussi syndiqué ou associé dans des groupes qui vont l'aider à porter sa charge, et ça me semble deux choses très différentes, et en même temps une vision très réaliste des choses. Étienne, dit Carrère, n'avait pas eu besoin de 8 ans dans le Pas-de-Calais pour apprendre que les hommes ne sont ni libres ni égaux. Je trouve cette phrase très forte. Donc on est confronté. Alors oui, les grands principes sont énoncés par les déclarations,
mais quand vous êtes confronté à la misère, à l'inégalité, à la violence des rapports sociaux, eh bien effectivement, là, qui va se dresser pour tenter de restaurer une forme d'égalité, une forme de dignité? Eh bien, c'est le juge, tout simplement. C'est lui seul, face à cette situation, qui va y faire face. Les déclarations des droits de l'homme, les grands principes constitutionnels sont proclamés, ils sont énoncés, ils sont portés par l'histoire, par les politiques, mais dans la réalité des choses, au quotidien, anonymement, tous les jours, ce sont des juges et tous ceux qui autour de lui travaillent dans la même direction, dans le même état d'esprit, qui vont effectivement les porter. Et simplement, il faut, pour rendre hommage à ce travail en quelque sorte anonyme, invisible, de la justice, il faut que les écrivains, des auteurs comme Carrère, comme Balzac, comme Échille au 5e siècle avant Jésus-Christ, comme Maupassant, comme Flaubert, comme Anatole France pour le juge Magnaud, puissent donner en quelque sorte toute la visibilité nécessaire à leur action, afin que la société puisse se reconnaître en eux, au-delà de l'image que l'histoire nous lègue, à savoir qu'ils sont essentiellement un relais pénal de l'action politique. Donc je pense que c'est là, ce deuxième visage, ce plan caché du juge, que la littérature ne peut même entrevoir et qu'il faut, je crois, davantage soulever, faire émerger et en quelque sorte célébrer. Et c'est le but de vos journées, je crois, et il faut, je crois, s'en féliciter. Donc merci pour votre action et merci de votre attention. Merci Denis pour ce voyage littéraire qui nous a permis de réfléchir avec plus d'intensité et de richesse. Pour illustrer ton propos, eh bien, nous avons choisi d'évoquer le personnage du juge Popinot au travers d'un extrait du livre L'interdiction. À l'achèvement de cette lecture, Patrick Waxman réagira à l'exposé. Alors, je fais une petite parenthèse avant de commencer. Échille, c'est du théâtre. Oui, bien sûr. Dans la traduction, on entendait encore un petit peu la versification. Et puis Athéna, c'est un personnage qui parle au public. Là, on est dans un roman. Enfin, une nouvelle de Balzac. Et l'écriture de Balzac, ça n'est évidemment pas une écriture théâtrale. Donc, le texte était un peu long, et je me disais, ça va les ennuyer, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Et puis j'ai essayé de couper, et puis j'y suis pas arrivé. Donc, je vous invite dans ce petit voyage balzacien. C'est pas très long, mais c'est plus long qu'Échille, et c'est vraiment de la très belle langue française. En qualité de magistrat, M. Popinot était toujours vêtu de noir, costume qui contribuait à le rendre ridicule aux yeux des gens habitués à tout juger sur un examen superficiel. M. Popinot était incapable d'obtenir sur lui-même la propreté puritaine qu'exige le noir. Son pantalon, toujours usé, ressemblait à du voile, étoffe avec laquelle se font les robes d'avocat. Et son maintien habituel finissait par y dessiner une si grande quantité de plis qu'il ne s'y trouvait par place que des lignes blanchâtres, rouges ou luisantes, qui dénonçaient soit une avarice sordide, soit la pauvreté la plus insoucieuse. Le jour où il endossait un habit neuf, il l'appropriait à l'ensemble de sa toilette en y faisant des taches avec une inexplicable promptitude. Il ne prenait aucun soin de sa chevelure. Il ne se faisait la barbe que 2 fois par semaine, il ne portait jamais de gants et fourrait habituellement ses mains dans ses goussets vides, dont l'entrée sale, presque toujours déchirée, ajoutait un trait de plus à la négligence de sa personne. Quiconque a fréquenté le palais de justice à Paris, endroit où s'observent toutes les variétés de vêtements noirs, pourra se figurer la tournure de M. Popinot. L'habitude de siéger pendant des journées entières modifie beaucoup le corps, de même que l'ennui causé par d'interminables plaidoyers agit sur la physionomie des magistrats. Enfermés dans des salles ridiculement étroites, sans
majesté d'architecture et où l'air est promptement vicié, le juge parisien prend forcément un visage renfrogné, grimé par l'attention, attristé par l'ennui. Son teint s'étiole, contracte des teintes ou verdâtres ou terreuses, suivant le tempérament de l'individu. Enfin, dans un temps donné, le plus florissant jeune homme devient une pâle machine à considérant, une mécanique appliquant le code sur tous les cas avec le flegme des volants d'une horloge. Si donc la nature avait doué M. Popinot d'un extérieur peu agréable, la magistrature ne l'avait pas embelli. Sa charpente offrait des lignes heurtées, ses gros genoux, ses grands pieds, ses larges mains contrastaient avec une figure sacerdotale qui ressemblait vaguement à une tête de veau. Douce jusqu'à la fadeur, mal éclairée par des yeux vairons, dénués de sang, fendus par un nez droit et plat, surmonté d'un front sans protubérance, décoré de deux immenses oreilles qui fléchissaient sans grâce. Ses cheveux grêles et rares laissaient voir son crâne par plusieurs sillons irréguliers. Un seul trait recommandait ce visage aux physionomistes. Cet homme avait une bouche sur les lèvres de laquelle respirait une bonté divine. C'étaient de bonnes grosses lèvres rouges, à 1000 plis, sinueuses, mouvantes, dans lesquelles la nature avait exprimé de beaux sentiments. Des lèvres qui parlaient au cœur et annonçaient en cet homme l'intelligence, la clarté, le don de seconde vue, un angélique esprit. Aussi l'eussiez-vous mal compris en le jugeant seulement sur son front déprimé, sur ses yeux sans chaleur et sur sa piteuse allure. Sa vie répondait à sa physionomie. Elle était pleine de travaux secrets et cachait la vertu d'un saint. De fortes études sur le droit l'avaient si bien recommandé quand Napoléon réorganisa la justice en 1806, de 1806 à 1811, que, sur l'avis de Cambacérès, il fut inscrit comme l'un des premiers pour siéger à la cour impériale de Paris. Popinot n'était pas intrigant. À chaque nouvelle exigence, à chaque nouvelle sollicitation, le ministre reculait Popinot, qui ne mit jamais les pieds ni chez l'archichancelier, ni chez le grand juge. De la cour, il fut exporté sur les listes du tribunal, puis repoussé jusqu'au dernier échelon par les intrigues des gens actifs et remuants. Il fut nommé juge suppléant. Un cri général s'éleva dans le palais. Popinot, juge suppléant. Cette injustice frappa le monde judiciaire, les avocats, les huissiers, tout le monde, excepté Popinot, qui ne se plaignit point. La première clameur passée, chacun trouva que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, que certes doit être le monde judiciaire. Pour expliquer l'obscure destinée d'un des hommes supérieurs de l'ordre judiciaire, il est nécessaire d'entrer ici dans quelques considérations qui serviront à dévoiler sa vie, son caractère, et qui montreront d'ailleurs quelques-uns des rouages de cette grande machine nommée la justice. M. Popinot fut classé par les trois présidents qu'eut successivement le tribunal de la Seine dans une catégorie de jugerie, seul mot qui puisse rendre l'idée à exprimer. Il n'obtint pas dans cette compagnie la réputation de capacité que ses travaux lui avaient méritée par avance. De même qu'un peintre est invariablement enfermé dans la catégorie des paysagistes, des portraitistes, des peintres d'histoire, de marine ou de genre, par le public des artistes, des connaisseurs ou des niais, qui, par envie ou par omnipotence critique, qui, par préjugé, le barricade dans son intelligence, en croyant tous qu'il existe des calus dans toutes les cervelles. Étroitesse de jugement que le monde applique aux écrivains, aux hommes d'État et à tous les gens qui commencent par une spécialité
avant d'être proclamé universel. De même, Popinot eut sa destination et fut cerclé dans son genre. Les magistrats, les avoués, les avocats, tous ceux qui pâturent sur le terrain judiciaire distinguent deux éléments dans une cause, le droit et l'équité. L'équité résulte des faits. Le droit est l'application des principes aux faits. Un homme peut avoir raison en équité, tort en justice, sans que le juge soit accusable. Entre la conscience et le fait, il est un abîme de raisons déterminantes qui sont inconnues au juge et qui condamnent ou légitiment un fait. Le juge n'est pas Dieu. Son devoir est d'adapter les faits aux principes, de juger les espèces variées à l'infini en se servant d'une mesure déterminée. Si le juge avait le pouvoir de lire dans la conscience et de démêler les motifs avant de rendre d'équitables arrêts, chaque juge serait un grand homme. La France a besoin d'environ 6000 juges. Aucune génération n'a 6000 grands hommes à son service. À plus forte raison, ne peut-elle les trouver dans la magistrature. Popinot était au milieu de la civilisation parisienne un très habile cadi, qui, par la nature de son esprit, et à force d'avoir frotté la lettre de la loi dans l'esprit des faits, avait reconnu le défaut des applications spontanées et violentes. Aidé par sa seconde vue judiciaire, il perçait l'enveloppe du double mensonge sous lequel les plaideurs cachent l'intérieur des procès. Sa vie et ses mœurs l'avaient conduit à l'appréciation exacte des pensées les plus secrètes par l'examen des faits. Il creusait un procès comme Cuvier fouillait l'humus du globe. Comme ce grand penseur, il allait de déductions en déductions avant de conclure, et reproduisait le passé de la conscience comme Cuvier reconstruisait un anoplétarium. À propos des rapports, il s'éveillait souvent la nuit, surpris par un filon de vérité qui brillait soudain dans sa pensée. Frappé des injustices profondes qui couronnaient ses luttes, où tout dessert l'honnête homme, où tout profite aux fripons, il concluait souvent contre le droit en faveur de l'équité, dans toutes les causes où il s'agissait de questions en quelque sorte divinatoires. Il passa donc parmi ses collègues pour un esprit peu pratique. Ses raisons, longuement déduites, allongeaient d'ailleurs les délibérations. Quand Popinot remarqua leur répugnance à l'écouter, il donna son avis brièvement. Comme son génie d'appréciation était frappant, que son jugement était lucide et sa pénétration profonde, il fut regardé comme possédant une aptitude spéciale pour les pénibles fonctions de juge d'instruction. Il demeura donc juge d'instruction pendant la plus grande partie de sa vie judiciaire. Quoique ses qualités le rendissent éminemment propre à cette carrière difficile, et qu'il eut la réputation d'être un profond criminaliste, à qui ses fonctions plaisaient, la bonté de son cœur le mettait constamment à la torture, et il était pris entre sa conscience et sa pitié comme dans un étau. Popinot, homme de modestie et de vertueux savoir, sans ambition, travailleur infatigable, ne se plaignit pas de sa destination. Il fit au bien public le sacrifice de ses goûts, de sa compatissance, et se laissa déporter dans les lagunes de l'instruction criminelle, où il sut à la fois être sévère et bienfaisant. Parfois, son greffier remettait au prévenu de l'argent pour acheter du tabac ou pour avoir un vêtement chaud en hiver. Il savait être inflexible et homme charitable. Aussi, nul n'obtenait-il plus facilement que lui des aveux sans recourir
aux ruses judiciaires. Il avait d'ailleurs la finesse de l'observateur. Cet homme, d'une bonté niaise en apparence, simple et distrait, devinait les ruses des Crispins du bagne, déjouait les filles les plus astucieuses et faisait fléchir les scélérats. Merci pour cette belle figure de juge décrite par un des plus prestigieux écrivains de notre histoire littéraire. Et avec beaucoup de talent, Jean, tu as réussi à nous faire vivre ce personnage qui va probablement alimenter la réaction de Patrick Waxman aux propos de Denis Salas et à d'autres idées éventuellement qui pourraient naître. Alors ces rencontres s'appellent les Strasbourgeois à la rencontre de leurs juges. Le plus inhabituel est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les juges qui rencontrent des Strasbourgeois qui ne sont pas donc des justiciables, en tout cas qui ne sont pas pris en cette qualité de partie lorsqu'ils se trouvent ici et qui se retrouveront durant toute la semaine lors des rencontres diverses que comporte ce programme, dont le publiciste que je suis ne peut manquer quand même de remarquer qu'il laisse de côté toute la justice administrative. Car il y a en France deux justices, deux ordres de juridiction, l'administrative et la judiciaire. On ne s'occupe donc ici que de la judiciaire. Parce que la judiciaire, évidemment, c'est la plus connue du grand public, tout en étant en réalité une inconnue. Une inconnue, on ne la connaît que par le cinéma, et pire encore, on l'a dit, les séries américaines. Le cinéma français qui lui accorde une place assez modeste en réalité, et en tout cas très déformée. Il y a une ambiguïté de la justice et des juges, le texte d'Eschyle la souligne comme celui de Balzac. Tout être humain est ambigu et ambivalent, pris entre des postulations très différentes, et il n'en va évidemment pas autrement des juges, dont il faut rappeler qu'ils sont des êtres humains. On l'oublie parfois. Même si ces êtres humains revêtent dans l'exercice de leurs fonctions, pour la juridiction judiciaire en tout cas, des robes destinées à montrer qu'ils deviennent autres, qu'ils ne sont plus ceux que leur vêtement civil confond avec tous les citoyens, mais qu'ils sont des citoyens spéciaux, comme disait Oriot, des fonctionnaires, c'est-à-dire investis de fonctions particulières, celle de rendre la justice. Rendre la justice, c'est un mot merveilleux, la justice. Et Athéna l'évoquait dans le texte d'Eschyle. La justice, c'est à la fois, déjà nous retrouvons l'ambiguïté, une valeur, chacun de nous prétend être juste, ne l'est pas toujours, mais s'y essaye éventuellement. Et puis ce sont des institutions, effectivement, Denis Salas là, y a insisté à très juste titre, en France, ce sont des institutions de l'État. C'est une expression très particulière du pouvoir d'État. Le juge est dans l'État en même temps qu'il est de l'État, mais il doit être indépendant et impartial. Et évidemment, on a dans cette idée qu'il doit être indépendant et impartial tout en étant organe de l'État, déjà, encore une fois, une contradiction. C'est la contradiction très largement entre Popinot, le bon juge, et Camusot, l'arriviste, celui qui va prendre sa place, celui dont nous savons, lecteur de la comédie humaine, qu'il va arriver très loin parce qu'il est habile dans l'intrigue, tandis que le malheureux Popinot, lui, il ne se désintéresse de l'intrigue, il ne s'intéresse qu'à la justice avec un grand J. Magnaud, c'est autre chose. Magnaud, il est dans cette ambivalence aussi parce que il rend un jugement, vous avez fait allusion à ce jugement célèbre qui a provoqué l'ire de François Génie, pas de tous les professeurs de droit quand même, de François Génie qui était quand même un conservateur bon teint. Magnaud, il a effectivement acquitté la voleuse de pain qui n'avait pas mangé depuis 2 jours et qui avait des enfants à nourrir, mais il l'a fait en utilisant les ressources du droit, vous l'avez souligné, et en préfigurant d'ailleurs des évolutions jurisprudentielles et législatives qui viendront peu de temps après.
Alors l'opinion publique, parlons-en de l'opinion publique. Le Figaro avait titré, en réaction indignée au jugement de Magniot, relaxant cette voleuse de pain, « La propriété aussi a des droits », point d'exclamation. Mais Clémenceau, lui, avait pris fait et cause pour le bon juge, c'est l'épitaphe qui figure sur sa tombe, le bon juge, il n'y a même pas son nom. Sa veuve a fait simplement graver le bon juge. Point final. L'unique. Peut-être. Voilà. Il faut noter que la cour d'appel de Reims, je crois, n'a pas infirmé le jugement. Elle a également relaxé la malheureuse, mais en ayant recours à un autre raisonnement juridique, moins attentatoire peut-être au droit de la propriété qui avait mobilisé le Figaro. On est là aussi dans cette ambiguïté. Chacun sait que summum maius summa ignoria, que appliquer le droit, c'est rentrer dans l'injustice, c'est-à-dire l'inverse de ce que le juge doit faire. Mais on sait aussi que si le juge décide selon son équité, ce que n'avait pas fait Magniot en réalité, si le juge décide selon son sentiment, son feeling, dirait-on aujourd'hui, les choses ne sont pas non plus très bien engagées. Je rappelle l'adage de l'Ancien Régime, « Dieu nous délivre de l'équité des parlements ». La loi, donc, le juge doit l'appliquer. Tout le monde en est d'accord depuis la Révolution française. Mais qu'est-ce que ça veut dire appliquer la loi? Tout est là. Magniot a appliqué la loi, en réalité. Il n'est absolument pas question de contester la loi qui incrimine le vol dans son jugement. Le juge peut jouer avec la loi. Josiane Bigot a dit tout à l'heure que le juge n'est pas un pouvoir. Non, mais quand même, il a un certain pouvoir. C'est une des caractéristiques du pouvoir judiciaire, car il y a un pouvoir judiciaire, même si notre Constitution persiste à parler encore d'autorité judiciaire. Le pouvoir judiciaire, sa caractéristique, c'est d'avancer masqué. Autrement dit, de ne pas pouvoir dire expressément dans son jugement, voilà, je crée le droit. Tout ce que dit le juge de ce que le droit commande, même si c'est lui qui fait dire à la loi, est censé être l'expression de la loi, au nom du peuple français. Au nom du peuple français législateur seulement? Non, au nom des principes juridiques qui, aujourd'hui, sont des principes qui, fort heureusement, incorporent les valeurs de justice d'une manière importante. Denis Salas a fait allusion à juste titre à toutes les lois qui sont venues relayer les réflexes de justice du juge Magniot, en partie certainement grâce à lui, mais c'est un mouvement social évidemment qui y a porté. La loi donc incorpore des valeurs de justice. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme, il y a les principes généraux du droit. Le juge qui est confronté à une loi dont il estimerait qu'elle conduit, dans le cas d'espèce qu'il a jugé un résultat inéquitable, trouve toujours des ressources dans les multiples registres que comporte aujourd'hui l'ordre juridique pour éluder cette application, au moins dans toute sa rigueur. Sans compter que le droit lui-même laisse au juge un pouvoir discrétionnaire. Il suffit évidemment de penser à la modulation de la sanction pénale. Par conséquent, ce pouvoir masqué qu'est le juge, pouvoir dont les travaux de Jacques Crinen ont montré, par exemple, la très impressionnante continuité depuis l'Ancien Régime. En réalité, la Révolution qui était partie pour briser le pouvoir des juges, parce que les avocats qui composaient l'Assemblée nationale se méfiaient comme de la peste des juges dans lesquels ils voyaient la résurgence des parlements d'Ancien Régime et donc de tous les conservatismes qui ont bloqué les réformes de l'Ancien Régime, le juge, évidemment, s'est rattrapé largement. Simplement, il n'a pu le faire, évidemment, qu'en avançant masqué. En 1904, à la Cour de cassation, on célèbre le centenaire du Code civil. Le premier président Ballot-Beaupré fait scandale parce qu'il consacre une partie de son discours commémoratif à l'exaltation du pouvoir de la jurisprudence. Que n'avait-il dit? Quoi? Le juge créerait du droit et pas seulement le législateur? Pas question. Je note qu'il y a quelques mois seulement,
lors d'auditions de candidats aux fonctions de membres du Conseil supérieur de la magistrature, l'un des candidats désignés par le président de l'Assemblée nationale n'obtient pas les votes nécessaires pour que sa nomination soit confirmée. Il est certain qu'il était coupable d'avoir dit dans ses réponses aux questions qui lui avaient été posées et devant les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale qu'il y avait un pouvoir judiciaire à part entière, que ce pouvoir dialoguait avec les autres pouvoirs. Cela n'a pas beaucoup plu aux députés qui prétendent donc au monopole de l'écriture du droit. Mais encore une fois, ils ont beau y prétendre, la réalité évidemment est tout autre. Je me rappelle d'un professeur de droit suisse qui était venu faire une conférence, un administrativiste, et il a eu cette phrase qui a beaucoup choqué les étudiants qui ne sont pas habitués à entendre ce genre de vérité. Il avait dit « S'il n'y avait pas les articles 1382 et suivants du Code civil qui déterminent la responsabilité extra-contractuelle, le droit de la responsabilité serait exactement le même que ce qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, on n'a pas toujours besoin de la loi. Les juges font assez bien le travail et la responsabilité des personnes publiques, droit forgé par la jurisprudence du Conseil d'État, est là pour indiquer qu'effectivement, ils font ça assez bien. C'est donc un pouvoir que l'on se refuse encore à voir, mais un pouvoir qui existe, évidemment. Mais c'est un pouvoir qui est investi de la mission de rendre la justice. Et lorsque le juge a parlé, ce n'est pas la vérité qui parle, mais on doit faire comme si ça avait été elle. L'adage hérité du droit romain et qui fait partie vraiment des éléments de base de la culture juridique énonce « res judicata pro veritate habetur ». La chose jugée doit être tenue pour la vérité. On ne dit pas que c'est la vérité, on dit qu'elle doit être tenue pour la vérité. Autrement dit, la mission qui est donnée au juge, qui est de pacifier les conflits, à l'inverse effectivement de la loi du talion et de tout cela, passe par un coup d'arrêt qui est mis non pas aux discussions, au contraire, dans une démocratie, il faut que même les décisions des juges puissent faire l'objet d'une discussion, à condition évidemment qu'elles restent dans les limites de la bienséance, mais il y a un coup d'arrêt quant au litige qui oppose des parties déterminées. À un certain moment, une fois les voies de recours épuisées, les choses sont dites. Je note que le maire a parlé à juste titre des événements du début de cette année 2015. Bien précisément, il faut rappeler aux assassins de la rédaction de Charlie Hebdo qu'il y avait eu, il y a quelques années, un procès intenté pour injure à une religion, l'islam, qui avait été intenté aux responsables de la publication de Charlie Hebdo. Et le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'appel de Paris avaient jugé qu'il n'y avait aucune infraction, qu'il fallait distinguer en particulier les attaques contre la religion, qui sont interdites par la loi, et les attaques contre certains extrémistes qui se réclament de l'islam à leur fin propre. Les assassins n'ont visiblement pas jugé que la vérité de la société avait été dite et qu'elle arrêtait les choses. Précisément, la vertu est dans l'état de droit, la vertu est dans le rôle qui joue, et c'est un rôle évidemment absolument essentiel et incontournable, qui joue le juge, qui joue les juges, chacun dans leurs attributions, dont la diversité va ressortir de toutes les interventions prévues cette semaine. C'est par le juge que passe l'état de droit qu'il devient réalité concrète, comme c'est par lui que passe la réalité du droit. On dit du droit de common law, du droit anglo-saxon et du droit américain également que c'est un judge-made law, c'est-à-dire un droit fait par le juge. C'est vrai de tout droit, même dans les systèmes continentaux, même dans les systèmes codifiés. Et bien sûr, le juge est dans une position, une fois qu'il a dit
ce qui doit être tenu pour la vérité dans une position difficile, puisqu'il est de coutume qu'il n'intervienne pas pour soutenir sa décision. Le soutien s'en trouve dans les motifs qu'il a donnés, qui expliquent pourquoi il est arrivé à la conclusion qui a été la sienne. Mais il est interdit pour lui de prendre la parole, même lorsque son jugement, voire sa personne, sont attaqués d'une manière véhémente. Il lui est interdit de prendre la parole pour ce faire. Autrement dit, il ne peut parler ni avant ni après sur un procès. Avant, il endommagerait son impartialité et se rendrait inapte à juger. Et après, la tradition commande qu'il s'en tienne à ce qu'il a dit dans son jugement, jugement soutenu par les motifs sur lesquels il repose et les visas de la loi qui donnent corps à cette idée qu'effectivement, il n'a fait qu'appliquer la loi, alors qu'en réalité, il a fait bien autre chose. Il a rendu la justice. Merci. Non. Voilà. Donc, sauf s'il y a une réaction, une prise de parole comme ça spontanée, soit l'intervention de Denis Salas ou de Patrick Waxman. Sinon, compte tenu de l'horaire qui s'avance, on va passer à la lecture du dernier texte. Est-ce que quelqu'un veut réagir éventuellement? Non? Bien. Alors, je propose de terminer donc notre rencontre par la lecture d'un extrait du roman ou du récit, justement, on peut hésiter, puisque ce texte, cet ouvrage est un peu particulier, d'Autre vie que la mienne, d'Emmanuel Cabrère, où se trouve décrit le juge Étienne, qui a été évoqué par Denis Salas dans son exposé. Ce texte-là est plus court. Étienne a appris le métier de juge d'instance aux côtés de Jean-Pierre. Sur le fond, ils étaient d'accord. Ils pensaient que les établissements de crédit exagèrent et n'étaient pas fâchés quand l'occasion se présentait de les coincer. Mais ils bricolaient. Ils essayaient d'arranger les affaires au cas par cas, sans théorie juridique, sans se soucier d'une jurisprudence. Puis, Étienne a appris qu'un autre juge d'instance, Philippe Florès, avait fait de son tribunal de Niort la pointe avancée de la protection du consommateur. Étienne est conscient de sa valeur. Il ne prétend pas à la modestie. Et c'est pour cette raison, dit-il, qu'il ne craint jamais de demander quand il ne sait pas, ni de copier sur ceux qui savent mieux que lui. Il est donc entré en contact avec Florès et s'est mis à son école, moins empirique que celle de Jean-Pierre. Florès était sorti de l'ENM en même temps que lui. Mais ils étaient tout de suite retrouvés juges d'instance au moment où se mettaient en place les commissions de surendettement. Lui aussi, en dépit ou à cause du fait qu'il vient d'une famille pauvre, ça l'avait choqué. Ça allait contre tout ce qu'au fil de ses longues études on lui avait appris sur le respect des contrats et le droit, qui n'est pas fait pour les imbéciles. Sur ce point, il n'a pas tardé à changer d'avis. Le droit est fait aussi pour les imbéciles, pour les ignorants, pour tous les gens qui, certes, ont signé un contrat, mais qu'on a tout de même bien arnaqué. Il existe une loi, pourtant, qui vise à limiter les arnaques. La loi Scrivener, votée en 1978 sous Giscard, mais d'inspiration plus social-démocrate que libérale, en ce sens qu'elle limite la liberté a priori sacro-sainte des contrats. En pure logique libérale, les gens sont libres, égaux et assez grands pour s'entendre sans que l'État s'en mêle. En pure logique libérale, un propriétaire a parfaitement le droit de proposer à son locataire un bail au terme duquel il peut le chasser ou doubler son loyer, pour sa méchante, exiger qu'il éteigne la lumière à 7 heures du soir, ou porte une chemise de nuit plutôt qu'un pyjama. Du moment que le locataire a le doigt symétrique de ne pas accepter ce bail, tout va bien. La loi, cependant, tient compte de la réalité et du fait que, dans la réalité, les partis ne sont pas aussi libres et égales que la théorie libérale. L'un possède, l'autre demande. L'un a le choix, l'autre moins.
fois les baux locatifs sont encadrés, et le crédit aussi bien. D'un côté, il faut l'encourager, parce que cela fait marcher l'économie. De l'autre, il faut empêcher les gens de se faire trop avoir, parce que cela dégrade la société. La loi Scrivener déclare donc abusives les clauses qui rendraient le contrat trop léonin et impose au prêteur, puisque c'est lui qui le rédige, un certain nombre d'exigences formelles, modèle type, mentions obligatoires, contraintes de lisibilité, bref, quelques règles visant à ce qu'au moins l'emprunteur sache à quoi il s'engage. Le problème avec la loi Scrivener, c'est que les établissements de crédit, qu'elle est supposée encadrer, ne la respectent pas, et que les consommateurs, qu'elle est supposée protéger, ne la connaissent pas. Flores la connaissait à fond, et il s'est mis en tête, seul dans son coin, de la faire respecter. Rien de plus, mais rien de moins. La plupart de ses confrères, en ouvrant un dossier du type Coffinoga contre Madame Machin, se bornaient à constater, ouais, effectivement, Madame Machin ne paye plus les mensualités prévues par son contrat. Effectivement, et au terme de ce contrat, Coffinaga est fondé à lui réclamer capital, intérêt et pénalité. Effectivement, Madame Machin n'a pas le sou, mais la loi est la loi. Les contrats sont les contrats, et même si je trouve ça désolant, je n'ai pas d'autre choix, moi, juge, que de prendre une décision exécutoire, c'est-à-dire de faire saisir Madame Machin, ou alors de l'orienter vers la commission de surendettement. Flores, lui, regardait à peine ce que devait Madame Machin, et allait tout droit au contrat. Il y relevait souvent des clauses abusives, et presque toujours des irrégularités formelles. La loi exige, par exemple, qu'il soit composé encore 8. Et il ne l'était pas. Elle exige que sa reconduction soit proposée par lettre. Mais il n'en était pas question. Flores s'était fait un petit tableau des irrégularités les plus fréquentes. Il cochait les cases et à l'audience concluait « Le contrat ne vaut rien ». L'avocat de Coffinoga ouvrait de grands yeux. S'il avait de la ressource, il disait « Monsieur le Président, ce n'est pas votre affaire. C'est à la partie défaillante de soulever ses objections, ou à son avocat. Mais vous, vous ne pouvez pas vous substituer à elle. Faites appel. » Je me contentais de répondre Flores. En attendant, il déclarait Coffinoga fondé à réclamer son capital, mais pas les intérêts ni les pénalités. Or, ce que l'emprunteur rembourse d'abord, ce n'est pas le capital, mais les intérêts et le montant de l'assurance. Si le juge décide qu'il ne doit rembourser que le capital, et qu'il l'a déjà remboursé, que ce qu'il a déjà remboursé, c'était du capital, il se retrouve à lui dire « Vous ne devez plus, mettons, 1500 €, mais 600. Et quelquefois, plus rien du tout. Et quelquefois même, c'est Coffinaga qui vous doit de l'argent. » Madame Machin s'évanouissait de joie. Merci pour cette belle illustration d'un juge combattant, on va dire, militant. Quelques mots de conclusion, Denis Salas. Oui, parce que les noms que cite dans ce récit, alors pour ça, roman, je ne suis pas sûr qu'il faille en parler, sont des noms de juges qui existent. Philippe Flores, on le connaît, il existe, et Étienne, c'est Étienne Rigal qu'on connaît aussi. Donc Carrère s'est emparé, en quelque sorte, de ces vies de juges pour leur donner une consistance, je dirais, romanesque. Mais tout ce qu'il dit dans son récit est digne de Balzac. Quand vous lisez César Birotteau de Balzac, vous avez des pages entières de droit commercial. Entières. Et là, vous avez des pages entières de droit de la consommation qui viennent, en quelque sorte, à l'appui de sa démonstration. Donc le droit n'est pas absent du récit littéraire, il est même extrêmement présent. Et je trouve que la démarche de Philippe Flores consistant à... Alors, au nom, il épluche les contrats parce qu'il sait très bien que le diable est dans les détails et que c'est écrit en tout petit, qu'évidemment on ne lit pas, qu'on coche les cases sans trop regarder. Mais quand effectivement il épluche dans le détail les contrats et qu'il les compare à la loi, il voit qu'il y a énormément d'irrégularités. Mais ces irrégularités juridiques,
c'est pas pour le plaisir de les énumérer, comme un entomologiste, en quelque sorte, pointerait sur son tableau des mouches. Non, il va, au nom de l'équité, justement, au nom de l'équité, faire bouger le droit. Faire bouger le droit. C'est ça sa grande force. C'est-à-dire que c'est jamais le petit bout de la lorgnette qu'il nous donne à voir, c'est effectivement le grand droit qui est au bout de ces petites manipulations du droit, ou ces petites entorses à la règle, ou ces petites imperfections de la règle, qui va être en quelque sorte le moteur d'une transformation profonde. Et au bout de la démarche de Flores et de Étienne, il y aura cet arrêt de la Cour des droits de l'homme, de la Cour de justice des communautés européennes, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va leur permettre effectivement, qui va valider leur démarche, et donc à partir de là, généraliser ce type de pouvoir du juge, oui, il faut parler de pouvoir du juge, qui va effectivement relever les illicités dans un certain nombre de contrats de surendettement. Donc tout ça pour dire, et je conclus d'un mot, le droit n'est pas figé. Il n'est pas figé. À partir du moment où il rentre dans le prétoire, il rentre dans le royaume de l'interprétation. Et à partir de là, effectivement, il y a un dialogue entre les parties qui se nouent sur la signification du litige et sur la signification de la règle de droit. Anatole France disait la loi est morte mais le juge est vivant. Il faudrait dire la lettre de la loi n'est qu'une lettre, n'est qu'un mot sur une page écrite. Ce qui rentre dans le bureau du juge, c'est la vie de la société qui va effectivement être en quelque sorte ajustée à cette lettre qui peut être morte si elle n'est pas appliquée, mais qui va rendre être vivante parce qu'effectivement elle sera animée par le souffle de l'équité. Anatole France disait dans son essai, pour répondre à l'accordaire que citait tout à l'heure Josiane Bigot, la tâche du juge est d'assurer à chacun ce qui lui revient, aux riches sa richesse et aux pauvres sa pauvreté. Le mot est cruel, le mot est terrible, mais le mot est très significatif d'une conception possédante de la justice. Et ce qu'effectivement revendiquent ces juges d'instance, c'est effectivement une puissance de l'imagination juridique qui va être en capacité de transformer le droit, et en même temps, on le voit dans le texte aussi, le collectif, les associations de juges, les syndicats de juges qui vont effectivement grouper leurs réflexions, correspondent entre eux, soit par des réseaux Internet, soit dans des réunions ici et là, pour confronter leur jurisprudence, être aidés par des avocats qui vont leur transmettre des argumentations et du coup faire bouger le droit dans un sens qui va faire mentir Anatole France et où effectivement l'accordaire aura raison, puisque effectivement dans ce cas-là, l'injustice est repoussée et la justice peut apparaître. Mais voyez que c'est l'action au jour le jour, concrète, anonyme, en quelque sorte non visible de l'extérieur, qui va permettre dans beaucoup de cas de révéler l'identité du juge, au-delà de ce qu'elle paraît effectivement à l'extérieur. Et au bout du compte, on a quoi? On a, à mon avis, plutôt un juge faiseur de paix. Non pas un juge qui fait la guerre ou qui éteint les conflits seulement, mais un juge qui produit la paix sociale et qui va renvoyer à la société l'image d'une harmonie, d'un équilibre, d'une résorption des injustices qui est toujours à construire, toujours à parfaire. Et je pense que c'est ça, je crois, la vocation profonde de l'acte de juger. Merci Denis pour cette conclusion sur cette série d'interventions et illustrations. Je crois que pour poursuivre la rencontre de ce soir et amorcer les rencontres qui vont se produire dans les jours qui viennent, deux qualificatifs me viennent à l'esprit. Nous n'allons pas faire au cours de ces rencontres de la théorie juridique. Nous n'allons pas faire du positivisme, comme on dit parmi les juristes qui s'intéressent à la production de la norme. Nous allons nous intéresser à la réalité de la pratique judiciaire. Nous allons inviter les intervenants à passer derrière le rideau. Je crois que dans l'intervention de Patrick Waxman, il y a eu ce jeu entre le cachet et l'ostensible dans le travail du juge. Eh bien, on va vous inviter à passer derrière le rideau de la justice pour voir comment la mécanique intellectuelle et subjective du juge est à l'œuvre dans les différentes fonctions. Deuxième qualificatif aussi des journées qui s'annoncent, eh bien, c'est la subjectivité. Nous n'allons pas tenter de faire une présentation objective de chacune des fonctions. Nous allons tenter de faire émerger la subjectivité, les émotions, les difficultés, les obstacles que chaque juge qui a accepté de se dévoiler
devant son public, devant les justiciables, ressent, rencontre. Et je crois que c'est cela qui va faire à la fois l'originalité et la richesse de ces rencontres, réalité et subjectivité, à l'opposé de l'académisme qui habituellement nous fait vivre, nous, les juristes des facultés de droit, au moins pour partie lorsque l'on est entraîné dans certains dérapages spéculatifs. Voilà, merci d'être venu ce soir. Vous avez un cocktail qui vous attend maintenant à la sortie et rendez-vous donc dans les jours qui viennent.